Donc après avoir introduit les équations par axiales, on va donc regarder comment on les implémente sous forme de méthode de différence finie en fait pour obtenir transformer ça en un algorithme de migration en fait ici. Donc, on va discrétiser toutes nos valeurs là et obtenir des relations en fait entre plusieurs valeurs sur une même grille. Donc, si on regarde comment ça marche, là, le principe. Donc, on est dans le. On cherche à reconstruire notre plan XZ à partir du plan XT, avec à l'intérieur ici une équation par axiale en fait ici. Donc, on peut appliquer ça dans différentes coordonnées là. Donc, si on fait une TF en fait ici sur le temps, en fait, on découpe quelque part ce volume là en tranches de oméga là. Donc ici on a représenté 3, chaque tranche est indépendante l'une de l'autre. Et l'équation qu'on cherche à mettre sous forme de différence finie, c'est celle-là là. Donc c'est le terme de diffraction là de l'équation par axiale à 15 degrés, en fait, écrit ici dans les variables x, z et oméga, en fait. Voilà. Donc ça, ce n'est que la partie diffraction. Il ne faut jamais oublier qu'en plus, il y a le terme dp sur dz égale moins oméga sur v, qu'il faut implémenter aussi là. Donc, puisqu'on a coupé en deux en fait la relation de dispersion là, en fait ici. Bon, mais ce qui est difficile à calculer là, ce dont on a besoin, là où on a besoin de méthode de différence finie, c'est pour résoudre en fait ce problème-là. Donc le principe c'est de discrétiser ça. Donc on est discrétisé en x, on est discrétisé en z. Pour calculer dp sur dz, eh bien, on a besoin de deux cases en fait ici en z et z plus delta z. Par contre, pour calculer d2p sur dx2, donc on a besoin de trois cases en x, là dans x moins delta x, x et x plus delta x. Voilà. Donc, si on écrit nos différences finies, là, p de z plus delta z moins p de z, là, et puis ici, p de x plus delta x moins 2p de x plus p de x moins delta x, un truc comme ça, on se retrouve en fait avec une relation entre ici quatre valeurs, en fait, ici le dp sur dz qui donne cette valeur moins celle-là, là, et puis le d2p sur dx2 qui relie ces trois valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une formation explicite, où on a explicitement, en fait, la valeur, en fait, ici en p de z plus delta z, en fonction de ce qu'on connaît avant en z. Puisque ce qu'on fait, c'est qu'on descend en z, en fait, ici, là, donc on va descendre cet opérateur progressivement. Voilà. Alors, il s'avère en fait que numériquement, ça c'est bien sympathique parce que c'est facile, là on a effectivement une valeur en fonction des trois autres, mais en fait numériquement ce truc-là est instable et donc c'est pas utilisable sous cette forme-là. Et donc on est amené à faire une formulation implicite des différences finies, où plutôt que d'exprimer ici d2p sur dx2 juste à la profondeur z, on va exprimer d2p sur dx2 comme une moyenne en fait de ce qui se passe en z et z plus dz. Donc du coup on va se retrouver avec une relation entre 6 valeurs, et donc ça, l'avantage c'est que c'est stable. Une condition de stabilité vient du fait que ici en fait dp sur dz il est calculé au milieu là quelque part là sur la ligne noire,
Et puis D2X2 il est calculé là-haut, là, voilà. Donc on a un décalage entre les deux valeurs là, alors que quand on calcule la moyenne des dérivées secondes, en fait on se place aussi sur la ligne noire et l'épée sur des ailes est calculée sur la ligne noire. Donc on est au même endroit et c'est ça qui, selon les spécialistes de la différence finie, assure la stabilité de la méthode. Voilà. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'on n'a pas explicitement une valeur en fonction des trois autres, on a une combinaison linéaire de trois valeurs en fonction de ce qu'on connaît. Et donc, on aura une étape supplémentaire de résolution en fait des valeurs une fois qu'on aura baladé notre grille en fait ici le long de l'axe X. Hein, il faudra résoudre en fait donc à partir des combinaisons linéaires de toutes ces trois valeurs là, de proche en proche, obtenir les valeurs ici à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Donc c'est ce qui est représenté ici, où ici on a écrit donc les dérivées partielles sous forme de différence finie, et donc dans la formulation explicite on a explicitement la valeur en fait en z plus delta z et x, ça ici en fonction des valeurs toutes en z là en fait ici, et donc qui sont connues. Voilà. Donc on a en fait explicitement une valeur. Donc ce qui est représenté là, en appelant en fait ce terme qui apparaît, alors le delta x, delta z, là ça apparaît dans la formulation de différence finie, puis le v sur 2 i oméga, là c'est le terme qui traîne dans l'équation, le terme de diffraction à 15 degrés. Là, voilà. Donc si on met ça, on écrit ça, là, ce qui apparaît ici sous la forme alpha, on voit que, donc ici quelque part c'est la grille que j'ai montrée précédemment avec les valeurs en x moins delta x, en x et en x plus delta x, et puis ici en z et z plus delta z, et donc le p de x plus delta z, là il est là en fait ici, et on a en fait moins alpha, le p de x en moins delta x, là ça vient d'ici, moins alpha aussi celui en x plus delta x en fait, c'est le terme qui est là, et puis ici le terme ici qui est un terme 2, là ça fait 2 alpha moins 1 ce truc là, donc moins alpha le terme ce terme là en z et en x moins delta x plus alpha moins 1 plus 1 est égal à ça, et donc en fait on a en principe on a cette valeur qui est là, voilà. Et donc, le problème, là, donc, comme j'ai dit, c'est que c'est instable. Alors, l'analyse de stabilité, ça se fait en regardant ce que devient ce truc-là quand on lui met une onde harmonique dedans avec une certaine fréquence spatiale kx, en fait, ici. Voilà. Et donc, la dérivée seconde ici, quand on monte ça là-dedans, ça fait sortir ce terme-là. Et donc, on voit que le résultat, c'est que P de Z plus ZZ, c'est P de Z fois ce machin-là. Voilà. Et donc, en module, ce terme-là est plus grand que celui-là. Et donc, c'est ça qui fait que quand on descend en Z, en fait, ça devient rapidement, ça diverge rapidement parce que ça devient de plus en plus gros. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est pas utilisable. Et donc, ce qui est utilisable, c'est de faire cette formulation implicite, en fait, ici, où, donc, comme je l'ai dit, là, on va prendre la moyenne des valeurs de dérivée seconde de P en Z et en Z plus delta Z ici, voilà. Et donc, du coup, l'opérateur, là, qui relie nos 6 valeurs, il ressemble à ça, donc on a moins alpha, cette valeur en z, là en fait ici, plus alpha moins 1, ça veut dire 9, moins alpha, plus tout ça là, donc on a un truc, somme de AIPI là en fait ici, donc toutes ces valeurs là en fait avec ces facteurs là, la somme est égale à 0, en fait, si on met tout de côté.
Et donc là, dans l'analyse de stabilité, là, du coup, là, comme on a mis la dérive partielle des deux côtés, là, en fait, il sort en fait ici p de z plus l facteur de ça, qui est égal à p de z facteur de ça. Et donc ça a le même module, et du coup, en fait, ici, on a le même module, et donc on n'a pas cette augmentation d'amplitude qu'on a en fait avec le truc avec explicite, et donc ici, on est stable. Voilà. Donc, voilà, donc, alors, donc il y a ce truc qu'en fait ici on n'a qu'une combinaison linéaire de valeurs inconnues en z plus zeta z, et on l'a, donc cet opérateur là on le déplace le long de l'axe x, et donc une fois qu'on a déplacé le long de l'axe x, on a toutes ces relations. Et donc on se retrouve en fait avec une expression, avec une matrice qu'on appelle la matrice tridiagonale là, avec ça sur la diagonale et ça sur les deux parallèles à la diagonale en fait ici, qui relie trois valeurs en fait de non connues à une valeur connue là en fait ici, qui est celle qu'on calcule en z en fait ici. Et donc ça, et ben, ça se résout de façon classique avec un algorithme là, que par exemple ici j'ai mis le lien là sur Wikipédia en fait, qui décrit en fait cet algorithme là, qui est un algorithme classique de résolution de ces systèmes tridiagonaux où on n'a pas besoin d'inverser la matrice, on a une méthode efficace en fait pour le faire. Voilà, et donc si on écrit le programme là, et puis qu'on l'implémente là, donc comme d'habitude là, le programme en fait, vous l'avez ici là, donc le programme MATLAB là, que j'ai écrit là. Et donc qu'on regarde le résultat. Alors donc là on a deux figures qui montrent qu'est-ce que ça donne. Alors ça, en fait, ici, c'est la réponse impulsionnelle de notre algorithme de migration, donc à 15 degrés, et ici à vitesse constante, en fait, ici. Là. Donc, évidemment, c'est fait pour avoir des vitesses variables, là, mais bon, pour voir juste le résultat, ici, donc je l'applique à vitesse constante. Alors, la réponse impulsionnelle, là, donc, c'est d'une impulsion, là, en fait, ici, ça correspond à un temps donné, en fait, ici, passer ça correspond au demi-cercle de migration habituel, en fait, ici, le cercle de rayon T, le T, le temps où on a mis l'impulsion dans cette place-là, voilà. Voilà, donc jusqu'à présent, on avait des méthodes, par exemple la migration de Stolt, là en fait, qui reproduisait parfaitement en fait ici cette position théorique du réflecteur. Et ce qu'on voit ici maintenant, ce qu'on obtient en fait, c'est ça là, donc ça c'est les fortes amplitudes en fait ici, où on voit que en bas là on est bon. Voilà, ça c'est pas étonnant parce qu'en fait on a une propagation des ondes là, qui est correcte dans une ouverture de 15 degrés, mais que par contre, quand on s'éloigne sur les côtés, on s'éloigne complètement, et que même là, donc on a quelque chose qui se referme ici, donc ça c'est ce front d'onde elliptique là qu'on peut calculer à partir de la vitesse de groupe en fait ici, et donc ici c'est complètement faux, mais c'est pas étonnant là, puisque dans l'approximation, on sait qu'on ne propage correctement que ce truc-là. Voilà. Donc ça, on s'est propagé un peu plus loin, là, en fait, ici, là. C'est-à-dire qu'on a pris une impulsion à un temps un peu plus grand, qui correspond à un demi-cercle ici, comme ça, là. Et donc on voit la même chose, mais développé plus grand. Alors ce qu'on voit, en fait, ici, c'est que, alors, en fait, ça dépend le gain qu'on met. Donc ici, en plus, il y a plein d'artefacts, là, donc quelque part qui sont dus à imperfection de la méthode numérique. Mais bon, ici en fait, si on joue sur le gain, là, qu'on met un gain un peu moins fort, c'est ce qu'il y a ici, donc en fait ça a une amplitude très supérieure à ces machins-là, et donc ça brille ici, là, et ces artefacts, là, ça c'était fait pour montrer exprès, les artefacts disparaissent, quoi, en fait, ici, là, hein. Donc on a
quelque chose qui est correct, mais qui est correct simplement dans l'ouverture angulaire qui est là. Voilà, donc ça c'est la réponse impulsionnelle. Et l'autre chose, c'est de regarder ce que ça donne pour des réflecteurs plans. Donc ça c'est la migration pour un réflecteur à 15 degrés, en fait, ici. Donc on est parti de la réflexion qui correspond à ce réflecteur à 15 degrés, là, le dt sur dx, sinus 15 sur la vitesse, en fait, ici. Et on fait la migration et avec notre méthode de différence finie, et on voit qu'en fait on obtient une bonne position là, correspondant au réflecteur dont on est parti, c'est le rouge. En fait ici on obtient une image correcte de cette chose là. Voilà. Bon, ben, plus on va monter en pendage, plus ça va se dégrader. Ici on est parti de quelque chose à 25 degrés, donc on voit déjà qu'on est plus bien positionné sur le réflecteur, et plus on s'éloigne, plus l'image qu'on obtient est dégradée. Là, donc 45 degrés ici, on a un résultat de migration qui est complètement faux, puisqu'on est parti de ce truc-là et on est complètement... Voilà. Ça, c'est pas étonnant, puisque c'est pas, ici, on est dans les parties de la relation de dispersion qui s'éloignent trop du demi-cercle, en fait, ici, ça colle pas. Voilà. Et donc, si on se contente de migrer des faibles pendages, on peut travailler avec cette méthode-là là, et obtenir des bons résultats. Voilà. Alors ici on était resté, donc ça c'était, on travaillait, donc je reviens au tableau. Voilà, donc ici on a résolu le prolongement vers le bas là, dans chacun des plans en oméga. Et donc, évidemment, après l'avoir résolu dans chacun des plans en oméga, il faut faire la TF inverse sur oméga, là, autant t égale 0, c'est-à-dire en fait une simple sommation en fait des valeurs qu'on rencontre en fait ici à la même valeur xz pour les différentes valeurs d'oméga. Donc c'est ça qui donne l'image en temps après avoir fait le prolongement enfin dans chacun des plans à oméga constant. Voilà. Alors, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir en fait éventuellement pas passer par un découpage en fait ici en fréquence, mais travailler directement dans le plan XZT. Bon. Donc la façon d'obtenir, donc on va avoir un opérateur comme ça dans le plan XZT à 12 cases, et la façon de l'introduire, c'est de commencer par, plutôt que d'avoir coupé en oméga ici par une TF sur T, en fait de faire une TF sur X et de couper en fait ici en plan indépendant sur KX. Voilà. Donc, à chaque fois une valeur de KX différente en fait ici. Et à l'intérieur duquel on aura cette équation qui s'applique là, parce que la dérivée seconde, maintenant c'est le KX carré en fait sur X. Et par contre, le I oméga là, est venu faire un D2P sur dz dt. Voilà. Donc ça, c'est l'équation telle qu'on doit la résoudre dans chacun des plans ici en KX. Et donc, pour résoudre ça, en fait, on a simplement besoin de 4 valeurs ici pour le dp sur dz et puis pour le dp sur dt. Et donc, en fait, on a ici une combinaison linéaire de 4 valeurs avec cette valeur de kx dans chacun des plans kx. Voilà. Alors, ça ne sert à rien du tout, si ce n'est à introduire la suite, là, parce qu'en fait, ici, en faisant la TF sur x, on perd un truc important, c'est qu'on perd la capacité à avoir une vitesse qui dépend de x. Voilà. C'est juste pour introduire le fait qu'ici, on a besoin de ces 4 valeurs, et que, par contre, après, si on ne fait pas cette TF qui nous découpe en valeur de kx, alors le kx carré, ça revient le dp d2p sur dx2 pour lequel on a besoin de 3 valeurs en x. Là, voilà. Et donc les 4 valeurs ici dont on a besoin sur zdt et les 3
dont on a besoin sur X, ben, ça nous fait cet opérateur 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 à 12 cases. Voilà. Donc ça fait un opérateur plus compliqué dans le plan XZT. Mais qu'on on va pouvoir appliquer directement ici, là, donc sur notre enregistrement, là, ici, pour descendre, en fait, ici, remplir le volume et extraire le plan supérieur, en fait, ici, donc sans passer par un TF. Voilà, donc ça... c'est quelque chose qui est là. Voilà. Donc, bon, bah, ça c'est la façon d'obtenir les termes en fait correspondant à cet opérateur à 12 cases, là ici. Là, donc on passe par d'abord l'opérateur à 4 cases en Z, T plus delta T, Z plus delta Z, T plus delta T, là. Donc on a le D2P sur DZ dt là, qui nous fait apparaître ces termes-là. Et puis le D2P sur DX2 qui est là, voilà, en fait ici. Bon, donc ici on a une formalisation implicite où on se met au centre de la case des 4 cases en fait sur Z plus delta Z et T plus delta T, voilà, et donc ça donne ces facteurs-là pour ces termes qui sont là. Et puis ensuite, eh ben, on remplace le kx carré par d2p sur dx2, et donc on a besoin de ces 12 valeurs, là, en fait, ici, là, qui s'appliquent à tous ces termes qui sont là. Donc le alpha ici, maintenant, c'était pas le même que précédemment, c'était celui-là. Voilà, donc en fait, ici, on a des résolutions, en fait, ici, implicites, où on a ces 12 valeurs, là, qui sont liées entre eux, et donc en baladant notre opérateur en X et puis en le faisant descendre en Z, on va résoudre obtenir la solution. Voilà. Alors, il y a deux trucs en plus auxquels on peut regarder, qui sont d'une part la façon de faire les calculs plus efficacement. Alors, et ça a été très important au début du développement de ces méthodes par John Kermouth, là en fait ici. Parce qu'en fait, là si on regarde ce qu'on a enregistré en Z égale 0 en fonction du temps, là en fait ici, on a notre sismogramme ici avec sa réflexion qui est là. Et donc en fait ici, la réflexion, elle est partie au temps t égale 0, d'une certaine profondeur ici comme ça, et donc ça c'est la pente 1 sur V, là en fait, le long duquel on fait monter l'onde, en fait, ici, donc verticalement, donc ça c'est la propagation verticale. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le sismogramme, il se déplace, là, en fait, ici, là, il remonte en temps, en fait, ici, et donc, on a un gros changement des valeurs numériques quand on s'enfonce en Z. Parce que quand on s'enfonce en Z, ici, là, comme à chaque fois ça change, là, on voit bien que les valeurs changent. Et donc, comme on a un gros changement des valeurs numériques, eh ben, il faut faire des tout petits pas en Z, en fait, ici, et donc, en calcul, ça coûte plus cher. Voilà. Et donc, l'idée, là, donc, c'est une idée qui est analogue à ce qu'on utilise par exemple en sismique de pluie, ou en représentation aussi sismographe, c'est d'utiliser simplement, plutôt que d'utiliser le temps t, c'est d'utiliser un temps réduit dans lequel la propagation verticale est contenue en fait.
Donc si on prend T' égale T plus Z sur V, voilà. Donc quand Z égale 0, ça fait T' égale T, là, donc on a le même sismogramme. Mais ici, quand on est à cette... Donc en fait ici, ça enlève la pente en fait ici de cette droite là de pente à surveiller. Voilà. Donc quand on est... Enfin bon, T' reste constant, voilà, avec cette transformation-là. Voilà. Donc du coup, alors l'avantage de ça, c'est que vous voyez qu'en fait ici maintenant les sismogrammes là, ils changent très peu là en fait d'un Z à l'autre, parce que l'essentiel du changement a été dû à la propagation verticale. Bon. Alors après, si on n'est pas sous une propagation verticale, alors ça va changer un peu, ça va se déplacer, mais l'essentiel du déplacement est là en fait ici. Et donc ça, c'est un truc qui numériquement est utile, c'est de travailler plutôt en temps réduit là, plutôt que de travailler directement en temps. Et si on regarde l'effet que ça a dans le domaine de Fourier, ou dans les coordonnées kx oméga, kz sur oméga qui correspond à t, en fait ici on a le demi-cercle qui correspond aux ondes montantes. Donc nous on s'intéresse en fait par notre approximation à 15 degrés, en fait ici simplement aux valeurs ici en bas, qui correspondent à des grandes valeurs de kz en fait ici. Donc des grandes valeurs de dp sur dz, ça change beaucoup d'un z à l'autre. Voilà. Et donc en faisant le temps réduit, en fait, on peut montrer que on déplace en fait la relation de dispersion en fait ici, et qu'on se retrouve avec la partie qui nous intéresse de la relation de dispersion. Donc on peut montrer que K'Z là, qui correspond à T' en fait ici là, est égal à Kz sur oméga plus 1 sur V, et que donc on se retrouve ici avec la partie qui nous intéresse de la courbe de dispersion à des faibles valeurs de K'Z sur oméga. Donc ça ne change pas beaucoup. Là, ça ne change même pas du tout si c'est vertical, mais si dans les côtés ça change pas beaucoup, donc ça correspond à ce truc-là. Voilà. Donc ça c'est un truc qui est numériquement est important. Voilà. Et l'autre chose qui est importante, c'est donc ce qui est montré là en fait, où en fait il faut, on a en fait, donc ça c'est xz là en fait ici, voilà. On a évidemment une ouverture limitée là, on a fait notre enregistrement sur distance limitée là, voilà. Donc, et donc plus loin on n'a pas le champ d'onde, et donc on fait notre prolongement vers le bas là en fait ici à partir de ce qu'on a enregistré là. Voilà. Et donc, dans ces méthodes-là, quand on balade notre opérateur, on a besoin en fait de conditions aux limites sur les côtés. Et les conditions aux limites habituelles de dire que c'est des parois rigides ou c'est des parois donc, type surface libre, en fait, ce qu'elles font, c'est que si on a une onde là, qui nous est venue ici comme ça, là, comme ça, là, quand on la propage vers le bas, quand elle arrive sur cette paroi rigide ou surface libre, elle se réfléchit. Et donc en fait, on fabrique en fait ici quelque chose qui va revenir parasiter en fait notre section cyclique. En fait, notre onde elle est montée ici comme ça, là, voilà, et on la fait aller ici comme ça par cette réflexion. Voilà. Donc il faut en fait travailler sur des conditions aux limites qui évite en fait ces réflexions parasites en fait qui ramènent en fait ici des ondes ici qui n'ont pas leur place là en fait ici. Voilà. Donc ça c'est illustré par exemple dans ici là. Donc sur un non, c'est pas ça qu'il faut, c'est ça. Voilà. Voilà, plus rien.
de mon écran. Voilà, donc ça c'est extrait d'un article là, donc écrit par Clayton il y a assez longtemps là en fait ici, mais ça montre juste cet effet ici, vous voyez qu'on fait se propager par la différence finie, là en fait ici ça correspond quelque part à la réponse impulsionnelle, là en fait différentes réponses impulsionnelles. Bon, tant qu'on ne touche pas le bord en fait c'est bon, mais dès qu'on touche le bord en fait on a la réflexion parasite ici qui revient sur le côté là. Voilà. Et donc du coup ça rend en fait ici les choses assez inutilisables là, avec tous ces trucs parasites. Et donc si on travaille, c'est ce qui est présenté dans cet article ici, sur les conditions aux limites de façon à supprimer ça. Voilà, on transforme le résultat qu'on avait au-dessus en cette chose-là, là, on a beaucoup limité, là, elles sont toujours un peu présentes, mais elles sont très limitées. Donc maintenant, on voit bien, en fait, la partie qui nous intéresse, là, sur la migration, en fait, donc, sans avoir ces réflexions sur les bords. Donc c'est quelque chose qui est en pratique important. Voilà. Alors, on revient à notre bon, bah, vous avez en fait la description ici d'une part de ce qu'on a décrit sur le temps réduit là, donc qui permet d'avoir moins de variations en fait sur d'un Z au suivant sur notre champ d'onde en fait ici. Donc avec ces primes égales plus Z sur V, la façon dont on obtient les KZ et la transformation des équations en fait ici là qui correspondaient au petit dessin que j'avais fait. Voilà. Bon, et puis après, donc, il y a la description de la façon dont les, on peut donc introduire des conditions donc absorbantes sur les côtés, là, avec différentes façons de le faire, en 1D, en 2D, avec les équations paraxiales, en fait, ici. Donc, par exemple, il y a une façon qui est simple, quand on regarde, ça c'est sur l'équation des ondes, en fait, ici. Sur l'équation des ondes, en fait, ici, 1D, là, donc ici, on a juste une progression en X, en fait, ici, avec la possibilité d'avoir des ondes ici qui vont à droite et des ondes qui vont à gauche, en fait, ici, donc vers les X positifs, vers les X négatifs. Et par exemple, si on met sur la paroi à gauche quelque chose qui ne permet pas aux ondes d'aller à droite, donc qui ne propage que vers la gauche, en fait, ici, donc ça c'est l'équation où il n'y a plus de d2p sur dx2, il n'y a plus que le dp sur dx, en fait, ici, voilà. Donc ici, en fait, on va absorber, en fait, quelque part, les ondes ne vont pas pouvoir se réfléchir, en fait, ici. Et puis sur la droite, on fait l'inverse, en fait, ici, là. Donc quand l'onde part sur la droite, il ne faut pas qu'elle revienne. Et donc au bout, on implémente, plutôt que d'implémenter, en fait, l'équation des ondes, on implémente, en fait, ici, quelque chose où ça se propage juste vers la droite. Voilà. Alors, en fait, ici, ça, c'est... maintenant, si on travaille une équation des ondes en 2 dimensions, eh bien, on peut utiliser les équations paraxiales sur les côtés. Alors, plutôt que de faire l'équation paraxiale là, qui concerne des ondes montantes, on prend en fait le demi-cercle qui correspond de la même façon ici aux ondes qui se propagent vers la gauche. Voilà, et donc du coup, comme ça se propage que dans un sens, ça va pas revenir. Et pareil, vers la droite, on prend l'autre demi-cercle en fait, qui propage que vers la droite, et ça va pas revenir. Et donc comme ça, en implémentant ici l'équation des ondes, et puis ces deux équations paraxiales, en fait, on limite les réflexions parasites. Voilà.
Donc ça c'est pour l'équation des ondes. Mais nous en fait on est intéressé par l'équation par axiome elle-même là. Et donc ce qui est montré dans l'article de Clayton là, c'est qu'en utilisant sur les côtés des expressions de ce type, on arrive en fait à limiter, du moins pour certains angles, en fait ici, les réflexions parasites. Ouais. Voilà, il y a des méthodes plus modernes, mais qui sont plus difficilement compréhensibles. Donc les méthodes là, de PML, la Perceptivity Match Layer, en fait, donc introduite par Colino il y a un certain temps. Voilà, et donc qu'on peut représenter là, mais c'est pas vraiment notre sujet, là c'est vraiment des questions de numériciens en fait ici, et donc pas besoin de regarder ça dans le détail. Voilà, donc ça c'est la façon dont on peut faire des algorithmes de migration en implémentant sous forme de différence finie, donc des formules approximées de la relation de dispersion pour les ondes montantes. Voilà. Et donc, voilà.